Voilà, Sébastien Deneux, président de la commission de discipline. Chaque invité, on est tellement content de les avoir. Voilà. C'est qu'on vous met sur le grill, on a questions, des choses un peu piquantes, un peu directes. À vous de répondre. Voilà. Petite musique, s'il vous plaît. Ah oui. Merci. Est-il vrai, Sébastien, que vous gagnez 26 € par séance de commission de discipline? 26 €, voilà. C'est faux. C'est 27. Oh, ouais. Augmenté. Ouais. Ok. Non, ce qui est sûr, c'est que le budget des membres de la commission de discipline ne greffe pas celui de la Ligue. Ça, c'est une certitude. Et en fait, votre question, j'ai bien compris, on est effectivement des membres qui sont bénévoles. Et donc, on ne touche pas d'argent et on n'est pas rémunéré véritablement, au-delà, effectivement, d'une espèce de forfait très faible. Mais c'est une action totalement bénévole. Étienne Moiti. Est-ce que tous les membres de la commission ont la même voix au chapitre? Est-ce que le président, quand même, on dirait, apporte un début de solution? Non, non, tous les membres de commission ont évidemment la voix au chapitre et toute voix est égale. La seule chose, c'est qu'en cas d'égalité, la voix du président compte double. C'est déjà arrivé? Oui, ça a déjà arrivé. Pour quel cas? Ça, je ne sais plus du tout. Et de toute façon, ça fait partie des choses qui sont évidemment qui doivent rester dans le secret du délibéré. Mais ça peut arriver, c'est pas forcément d'ailleurs bon signe parce que ça veut dire qu'il y a une hésitation qui est telle que c'est dommage qu'il y ait juste la décision qui bascule sur ce point-là. C'est mieux d'essayer d'arriver à un consensus un peu plus large. Mais en revanche, tout le monde s'exprime et tout le monde a voix au chapitre naturellement. Président, a-t-on déjà essayé de vous acheter un voyage, un maillot, Non. Non? Jamais. Alors, est-il vrai qu'à vos débuts, j'ai entendu, c'est le moment des présidents de club vous ont invité à aller voir des matchs dans leur jet? Non, c'était une anecdote à laquelle j'avais répondu et je m'en étais... j'avais expliqué en plaisantant que j'avais répondu assez facilement en disant que j'avais trop peur de l'avion pour prendre ce type d'initiative. Non, c'est arrivé une fois où quelqu'un m'a dit « mais s'il y a besoin un jour, je peux vous emmener dans mon jet ». C'était quel président? Non, mais pareil, je ne veux pas vous dire ça. Un président de jet, quoi. Ils en ont tous maintenant. Et j'ai jamais pris ce... Plus ils sont pauvres, plus ils ont des jets. Étienne, je reviens vers vous. Ouais, il y a des décisions donc, qui peuvent impacter, on va dire, la suite du championnat. Est-ce que vous avez les dirigeants de la Ligue avant ces réunions-là qui vous font passer quelques messages? Non, pareil, c'est jamais. Jamais, c'est normal. Mais je le souligne et merci de me poser la question parce qu'à l'époque de la Ligue bashing, de la LFP bashing, du Labrune bashing, et je ne subis strictement aucune influence des dirigeants de la gouvernance de la Ligue, que ce soit de Vincent Labrune ou d'Arnaud Rouget qui est le directeur général. C'est encore une fois tout à fait normal si la commission est indépendante, au sens où elle est composée de membres indépendants qui n'ont pas de lien avec le conseil d'administration, mais on prend nos décisions en totale sérénité sans aucune pression quelconque venant de la Ligue. Dominique Sévrac veut retenter sa chance. Les hommes et les femmes politiques adorent parler de football, notamment le ministère des Sports ou le ministère de l'Intérieur en ce moment avec Bruno Retailleau. Est-ce que ces interventions, ces pressions, elles gênent votre travail? Alors, je trouve qu'il y a moins, paradoxalement, d'interventions qu'à une époque. Ce qui, effectivement, pouvait gêner notre travail, c'est quand les événements du week-end, on pourtant se réunit le mercredi, ce qui reste relativement tôt dans la semaine, mais entre le dimanche et le mercredi, ou le samedi et le mercredi, il peut y avoir un certain nombre d'interventions de médias, et qu'effectivement, les clubs arrivaient le mercredi en disant, avec un climat un peu de défiance vis-à-vis de la commission, ils ont globalement confiance en la commission, mais ils nous expliquaient que de toute façon c'était compliqué aussi même pour nous, puisque précisément il y avait X personnes qui avaient déjà exprimé son point de vue et qui nous mettaient entre guillemets sous pression. Là encore, c'est totalement étanche, on n'a jamais pris de décision sous une pression politique quelconque. Mais c'est mieux si pas grand monde ne s'exprime sur notre dossier, c'est sûr, c'est plus confortable. Éric Blanc. Alors, quel est le cas qui a été le plus difficile à trancher et pourquoi? Il y a eu un dossier qui a été très compliqué, enfin pas forcément très compliqué, mais très lourd, qui était le Nice-Marseille d'il y a quelques années, quand Nice mène 1-0, qu'il y a trop de jets de bouteilles sur le terrain, qu'une ou deux arrivent sur Dimitri Payet. Donc comportement des supporters niçois inadmissible. Comportement de Dimitri Payet qui n'est peut-être pas celui qu'on attend d'un joueur de football professionnel en renvoyant la bouteille, plus il avait un coéquipier, je crois que c'était Alvaro González, qui balance le ballon très fort dans le public, envahissement du terrain,
Donc, alors que le club de Nice menait 1-0, qu'il restait 20 minutes de jeu, envahissement du terrain. Après, il y avait des dossiers dans le dossier. Je me souviens d'une espèce d'échange entre... Enfin, il y avait une responsabilité de Sampaoli, une responsabilité de Galtier. Il y avait son adjoint aussi qui avait boxé un supporter. L'adjoint qui a mis un coup de poing, voilà. Et on s'est retrouvé avec une trentaine d'individus qui étaient concernés en fait au niveau du club, au niveau des individualités. On avait fait ça dans une salle. Et puis il y avait des enjeux qui étaient aussi paradoxaux, puisque si vous vous souvenez bien sur ce match-là, Benoît Bastien avait subi sans doute un certain nombre de pressions de la part des autorités publiques pour absolument reprendre le match. On était à Nice et il y avait beaucoup de monde, évacuer le stade c'était peut-être pas très très simple, mais du coup il avait décidé de la reprise du match. Et Marseille avait refusé de revenir. Donc on avait un cas quelqu'un très très complexe à gérer avec énormément de gens. Et le grill de l'équipe du soir avec notre président de la commission discipline, président de l'équipe du soir Sébastien Deneux. Alors aimez-vous le football et quel club supportez-vous? Alors, j'ai pas une grosse expérience télévisuelle, mais vous imaginez bien que je vais pas répondre à cette question. Il faut quand même pas me prendre pour un poulet de 3 semaines, comme on dit. J'adore le sport. J'adore le sport. Je suis un lecteur depuis tout petit de l'équipe, quasi quotidien. J'adore le football, évidemment, mais j'aime beaucoup d'autres sports. Mais je pense que pour faire d'ailleurs cette fonction comme mes collègues de la commission de discipline, la première chose, c'est d'abord et avant tout d'aimer le football. Parce que, vu les critiques qu'on subit, encore faut-il qu'on aime le foot déjà. Il y a un joueur que vous aimez particulièrement en Ligue 1? Plein de joueurs que j'aime, non, mais et je dois aussi reconnaître que la fonction et le prisme avec lequel on regarde les matchs c'est assez terrible. C'est-à-dire que maintenant, pratiquement, on attend les cartons rouges ou les incidents en tribune. Donc ce soir, Nice-Nantes, il n'y avait pas de carton rouge. C'est très bien. Il y a eu quand on regarde le match à Nice, on a l'impression qu'ils ont eu des sanctions de la commission de discipline parce qu'il y a des tribunes qui sont complètement vides. Donc je sais pas. Non, il n'y avait pas de huis clos encore ce soir. Rien du tout. Non, d'accord, d'accord, c'est pas de votre faute. Greg Schneider, vous avez une question à poser à notre président. Oui, j'avais été étonné sur la sanction consécutive à la banderole anti-Labrune à Lyon. Et je me demandais sur quelle base législative elle avait été sanctionnée. Parce que ça me semblait presque relever en fait de la liberté d'expression ou quelque chose comme ça. C'est exactement la même problématique à un degré peut-être moindre que la banderole pour Adrien Rabiot. C'était une banderole injurieuse qui, je crois, même a une connotation presque diffamatoire, puisqu'il me semble que la seule banderole contre Vincent Labrune qu'on a sanctionnée, c'était Labrune corrompu, je crois. Donc, on expliquer à quelqu'un dans un stade entier que c'est quelqu'un de corrompu, c'est une infraction pénale. Donc, bien évidemment, c'est une banderole qui doit faire l'objet de poursuites et de sanctions. Mais il y a énormément de banderoles sur la Ligue, sur la commission de discipline, sur Vincent Labrune, qu'on n'a pas sanctionné parce que c'était effectivement plus du domaine de la liberté d'expression. C'était en fait sur l'influence qu'a Nasser El Khelaifi sur Labrune présumé. Donc c'est presque quelque chose de... J'entends que... Vous pouvez toujours trouver, y compris sur les cas qu'on a vus tout à l'heure, vous pouvez toujours trouver un petit sens de l'esprit. Alors tout à l'heure, il faisait référence de manière extrêmement nauséabonde à la filiation mais il faisait référence aux traîtres, aux joueurs considérés traîtres, qui ont fait PSG Marseille. Donc vous avez toujours une limite. En revanche, effectivement, toutes les banderoles ne sont pas sanctionnées, seulement celles qui sont à minima injurieuses. 2 questions sur le cas Paulo Fonseca. L'OL fait appel au CNOSF pour tenter de réduire la suspension de son coach, Paulo Fonseca, suspendu jusqu'au 30 novembre. Tête contre l'arbitre. Si l'OL est retoqué, le club pourra aussi activer une autre juridiction, le tribunal administratif. Alors c'est légal, on va dire que c'est le jeu, mais est-ce que ça vous agace? Pas du tout. Mais pas du tout. Par mon métier, le double degré de juridiction, voire pire... Triple, je le rencontre quotidiennement, j'ai strictement aucun problème, bien au contraire, à ce qu'un club fasse valoir ses droits, heureusement, et s'il entend contester notre décision, qu'il le fasse. Ils n'ont pas fait appel à la commission de la fédération. Ils ont sauté l'échéance. Ça, c'est effectivement, c'est une pratique... ça vous agace, ça? Ça m'agace pas, c'est juste que c'est une stratégie gagnant-gagnante, c'est imperdable. Donc voilà, bon, après, il faut encore que ça serve et que le CNOSF propose quelque chose de plus souple. Autre question sur Paulo Fonseca qui coacherait à distance son équipe en tribune. Est-ce que ça, vous le surveillez là? Alors non, là ça échappe complètement à la commission de discipline. C'est dans le cadre de l'application d'une sanction que les délégués qui sont les entre guillemets préfets de la Ligue, comme on dit, sur les matchs sont censés le contrôler. Donc là, on n'a pas eu de retour. Les délégués le surveillent ou pas? Alors, ils surveillent à minima ils surveillent à minima qu'ils ne se trouvent pas dans les zones dont il est rigoureusement interdit par la décision. Obsédé du droit, Éric Blanc, une question. Dans le barème, à quoi servent réellement les huis clos? Et puis, êtes-vous personnellement OK sur les sanctions individuelles? Alors, à titre personnel, ça n'a pas grand intérêt, mais la commission de discipline est totalement favorable aux sanctions individuelles. Totalement.
à telle enseigne qu'en général, lorsqu'un club démontre qu'il a agi et a procédé à des identifications qui ont permis une interpellation et des sanctions individuelles, il n'est pas sanctionné. Et donc les sanctions dites collectives qui, accessoirement, merci de me permettre de le préciser parce que ça aussi c'est souvent incompris, les décisions qui sont prises par la commission ne sont que des sanctions collectives. On n'a pas de pouvoir de prendre des sanctions individuelles. Ce n'est que des sanctions collectives. Donc c'est rare d'avoir un supporter même convoqué par la commission. Alors ça peut arriver, c'est vraiment à la marge, c'est-à-dire que quand un supporter a fait l'objet d'une sanction individuelle par le club, ou a permis une identification et donc le club a fait le boulot par rapport à tout ça, et qu'il est licencié de la Fédération française de football, il peut revenir devant nous parce que c'est une infraction qui a été commise à l'occasion d'un match de ligue de football professionnel. Et à ce moment-là, la commission prend une décision à son encontre. C'est assez périphérique puisque tous les gens qui sont dans les stades et qui commettent des infractions ne sont pas forcément des licenciés. La meilleure question avec un gros mot pour terminer. Non, alors oui, parce que on lutte contre l'homophobie, le football doit lutter contre l'homophobie, et il se pose effectivement la qualification des termes. En quoi le mot enculé, je m'excuse de le dire, mais en quoi le mot enculé est-elle une insulte homophobe puisqu'il s'agit également d'une pratique hétérosexuelle qui peut même être faite entre un homme et une femme. Voilà. Donc vous devez quand même trancher sur la signification de ce terme, sur sa portée. Qu'est-ce que vous faites de ce terme? Alors vous voyez qu'on a des débats très intéressants, l'histoire de commission, de savoir s'il est enculé, PD... Oui, mais bon, vous êtes obligé de... Mais oui, absolument. Mais oui, la FIFA considère que enculé est une insulte discriminatoire, en tout cas, homophobe. Et juridiquement, ce terme est considéré comme une insulte homophobe. Même si c'est une pratique aussi. Oui, je ne sais pas si vous avez vu souvent une femme traiter d'enculé une autre femme ou un homme traiter d'enculé une autre femme. Donc en réalité, c'est souvent des insultes entre hommes et qui en fait sont considérés comme légalement comme critiquant ou comme abaissant. L'homme parce qu'il se fait enculer. Voilà, un grand débat. Mais oui, ça fait partie des choses qui sont sanctionnées par la commission. Bienvenue au grenier des mots, voilà, la signification de mot. Bien obligé. Exactement. C'est la commission de discipline.